Depuis la terrasse de Tourtour, on distingue la terre du Var, ses villages accrochés aux collines, ses cours d'eau traversant les plaines. Ces grands espaces sont l'objet de toutes les convoitises. Des sociétés pétrolières comme Total ou Schumbach veulent explorer le sous-sol varois. Face au pouvoir de ces multinationales, des maires de petites communes se mobilisent avec les populations pour préserver leur cadre de vie. Pour Pierre Jugy, l'un des fers de lance de la Fronde, la protection du paysage est non négociable. Aujourd'hui, nous vivons dans ce territoire-là avec le tourisme, avec l'artisanat, avec les viticulteurs. Vous avez pratiquement tous les domaines sous les yeux ici. On produit peut-être un des meilleurs vins du monde. On a des petits villages où les gens viennent de tous les pays européens pour visiter, pour vivre une qualité de vie qui est énorme. C'est ça notre fonds de commerce dans le Haut-Var. Du jour au lendemain, on transforme tout ça en industriel. C'est pour nous même pas imaginable qu'on puisse même y réfléchir. Cette énergie tant convoitée, c'est le gaz de schiste. Pour l'exploiter, les sociétés s'adressent directement à l'État, car c'est lui le propriétaire du sous-sol. Encore à l'étude, le permis de Brignoles couvre les 3/4 du département du Var et impacte 180 communes. Ce qui révolte Pierre Jugy, c'est la non-consultation du gouvernement, car c'est la population qui l'a averti de l'existence du permis. Nous voulons beaucoup plus d'informations, nous voulons beaucoup plus de garanties parce que je ne vois pas tellement comment on pourrait, nous en tant qu'élus, autoriser ou laisser faire, quand bien même ça serait rentable et juteux pour l'État, la destruction d'un territoire qui est le nôtre et qu'on va défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang, et sans aucun doute, on ne tolérera pas que ça aille plus loin. De gauche comme de droite, des maires de tous bords avancent ensemble contre l'exploitation de cette ressource. Pour tenter de peser dans les décisions prises par le gouvernement, les élus prennent des arrêtés, l'un portant sur la protection de l'eau, l'autre sur l'interdiction de la fracturation hydraulique. Mais face au lobbying des industriels, le rapport de force est inégal. Pour exploiter le gaz de schiste de manière intensive, les sociétés pétrolières doivent disposer de grands espaces. Les étendues du Var représentent un terrain propice pour multiplier le nombre de puits. Difficile à exploiter, ce gaz naturel est qualifié de non conventionnel. Il est emprisonné dans une roche imperméable. Pour atteindre le schiste, c'est à 3 km de profondeur qu'on doit forer. Il n'existe qu'un seul moyen d'extraction viable, le procédé de fracturation hydraulique, aussi appelé fracking. Cette technique consiste à forer à la verticale puis à l'horizontale dans la couche de schiste. On place ensuite un coffrage en béton autour des tubes d'acier afin de les stabiliser. Ce coffrage sert également à isoler les tubes des nappes phréatiques. Une sonde est introduite dans la section horizontale du forage pour préparer l'échappement du liquide de fracturation. La pression nécessaire pour fracturer la roche est 750 fois supérieure à celle d'une cocotte minute. C'est donc sous 600 bars de pression qu'un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques est injecté au fond du forage. Au cours de son exploitation, un puits nécessite l'utilisation de 100 tonnes de produits chimiques pour 20 millions de litres d'eau, soit l'équivalent de 10 piscines olympiques. Le sable garde les fissures ouvertes et permet l'échappement du gaz. Voilà plus de 10 ans que des pétroliers comme BNK, Chevron, ExxonMobil pratiquent le fracking aux États-Unis. Au Texas, des puits ont été installés tous les 200 mètres pour maximiser les chances de réussite. Avec 76 milliards de dollars dégagés en 2010, la rentabilité des gaz de schiste ne fait plus aucun doute. Si les États-Unis sont le berceau de ce nouvel Eldorado, c'est aussi là-bas qu'est née la controverse. Ces dernières années, des cas de pollution multiples ont été recensés. André Picot, toxicologue indépendant, s'est penché sur la nature des produits chimiques utilisés par les pétroliers. Moi qui suis chimiste, en fait, au départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? Et tout de suite, ce qui m'a fait tilt, c'est les produits qui déclenchent le cancer, c'est-à-dire ce fameux benzène. Et il faut des quantités infimes chez les gens qui sont susceptibles pour déclencher des leucémies. Et puis, il y a un autre aussi, que j'avais là en ligne de mire, qui était le formaldéhyde, qui, lui, entraîne des cancers. Alors là, des cancers au niveau de la gorge, vous voyez, et puis des leucémies aussi.
Et ça, il n'avait aucune raison de mettre des produits cancérogènes chez l'homme, des cancérogènes chez l'homme, dans ces produits au départ, hein, parce qu'eux, ils sont mis au départ. Mais les dégâts collatéraux ne s'arrêtent pas là. À une telle profondeur, les conditions de température et de pression rendent le béton poreux. Il existe alors un risque d'infiltration de gaz et de composés chimiques dans les nappes phréatiques. Lors d'une opération de fracking, la roche est fissurée sur 70 mètres de haut et 200 mètres de large. Dans ce véritable gruyère, il arrive que l'eau et le gaz rejoignent un réseau de fractures naturelles. Cette migration très lente s'opère sur plusieurs années et plusieurs kilomètres. Qui vous vient à l'esprit quand je vous dis gaz de schiste? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et vous, mademoiselle? Non plus. Non plus. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que ça provoque des dégâts. La pollution, La pollution. oui, et la dégradation de la nature. La controverse médiatique entre les pour et les contre. Qui suscite la polémique et l'information trop réduite souvent. Direction Paris, car c'est ici, dans les hautes sphères, que les décisions sont prises. En juillet, la France interdit la fracturation hydraulique. Début octobre, 3 permis sont abrogés, de quoi calmer les mobilisations. Le 17 janvier 2012, le Club de l'énergie et du développement organise son 9e colloque. Au programme des tables rondes, une question nous interpelle. L'interdiction française, comment en sortir? Pour avoir la réponse, c'est 95 € l'inscription. Les journalistes de grands médias sont restés à la porte. À l'entrée, la caméra n'est pas la bienvenue. Les intervenants en ont décidé ainsi. Ça accrédite la thèse qu'on a des choses à cacher, qu'on est... Voilà, je sais pas ce qu'il faut en penser exactement. Quand on voit la liste des invités sur la table ronde gaz de schiste, il n'y a a priori que des acteurs favorables. Alors, très bien, mais je pense qu'on est dans un pays où on peut encore un peu dialoguer entre gens qui n'ont pas la même opinion. Pour connaître la position des intervenants, il faut les convaincre de nous accompagner dans le SAS, seul endroit où notre présence est tolérée. Bruno Courme, directeur général de Total pour les gaz de schiste en Europe, s'exprime très rarement devant les médias. Après 3 semaines passées à négocier une interview, c'est à l'issue du colloque qu'il accepte finalement de répondre à nos questions. Il n'est pas question d'aller faire ça contre l'avis des gens. Si les gens ne le veulent pas, on ne le fera pas. Hein. Donc, est-ce que Si les gens ne veulent pas, vous le ferez pas. C'est ça. Bah, oui, mais qu'il y ait au moins un débat avant. Mais si les gens le font, on n'imagine pas, si vous voulez, aller faire des opérations contre la volonté des gens. Personne n'imagine ça. Et, pas plus Total qu'un autre, ça n'a l'intérêt de personne, ni de nous, ni des gens. Et pourtant, Total pose un recours devant le tribunal administratif pour contester l'abrogation de ces permis. Entre la grogne des citoyens et les objectifs des industriels, le gouvernement est en porte-à-faux. Il tente malgré tout d'organiser le débat. Les ministres s'étant décommandés, c'est Philippe Gégère qui assure la communication. La loi va organiser le débat. Donc, la fracturation hydraulique est interdite, les permis ont été abrogés, mais la loi demande un certain nombre de choses, notamment en termes de poursuite du dialogue. Donc il y aura effectivement une commission où tous ces sujets-là vont être réabordés à froid, j'espère de manière un peu dépassionnée, mais avec toutes les parties prenantes. À 2 pas du colloque, place des Invalides, il y a plus de forces de l'ordre que de manifestants. Les anti-gaz de schiste sont mobilisés. Ils pointent du doigt la commission évoquée par Philippe Gégère. Pour eux, elle est inacceptable. Elle permettrait aux sociétés énergétiques d'utiliser le fracking à des fins scientifiques. On ne veut pas de cette commission. On veut le renoncement pur et simple du gouvernement. Cette commission, elle va être là simplement une fois de plus, excusez-moi l'expression, pour nous enfumer. On nous enfume. On met des scientifiques qui ne sont pas indépendants, qui travaillent à la solde des lobbies, qui travaillent à la solde du gouvernement. D'accord ? Il n'y a toujours pas dans cette commission de citoyens et de scientifiques indépendants. Parmi les manifestants, Muriel Baudin dénonce le double discours du gouvernement. On sait très bien que la position du gouvernement actuel est excessivement ambiguë sur la fracturation hydraulique, dans la mesure où ils disent non, on n'en fera pas, mais oui, on continuera à en faire parce qu'on ne peut pas perdre cette chance pour la France. Le scandale de l'eau contaminée va bientôt succéder au scandale du sang contaminé si on continue. Non conviés sur l'estrade, les maires, les citoyens, les collectifs se sont donné rendez-vous rue de Babylone. L'objectif de ce contre-colloque, c'est d'abord d'informer sur les risques, mais surtout de gagner en visibilité. Sur place, nous retrouvons Pierre Jugy et son franc-parler. Cette commission va donner des permis,
sur l'étude des dépôts de dossiers que les entreprises ont visiblement déjà tous fait. Mais peut-être qu'ils vont dire on va faire de la fracturation hydraulique, mais à titre expérimental alors, uniquement. Donc on peut le faire. S'il vous plaît, laissez-nous le faire. Et puis on verra ce que ça donne au niveau environnemental derrière. C'est intolérable. En l'absence de débat, la fracturation hydraulique reste au cœur de la polémique. Est-ce que vous êtes contre cette fracturation? Ou pas, pour les risques environnementaux par exemple, tout simplement? Alors, non, parce que pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème des gaz de schiste, ce n'est pas la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, ça a été un peu utilisé comme symbole pour faire peur. La fracturation hydraulique, c'est une technique qui est employée depuis longtemps, qui est bien contrôlée, qui est bien maîtrisée. Et si vous ne faites pas n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous n'allez pas vous amuser à faire de la fracturation hydraulique à 100 mètres ou 10 mètres sous un aquifère, il n'y a aucun risque. Le risque zéro, il n'existera jamais. Donc, ce qu'il faut arriver à montrer, c'est qu'on est capable de bien travailler et qu'on arrive à réduire ces risques à un niveau qui est acceptable. Voilà, le mot-clé, il est là. Acceptable. En Pologne, le degré d'acceptabilité n'est pas le même qu'en France. Selon une étude américaine, le pays disposerait de 5300 milliards de mètres cubes de réserves potentielles, soit 200 ans d'autonomie énergétique pour 1400 milliards de dollars de recettes. Devant la France, la Pologne posséderait les plus grandes ressources en gaz de schiste d'Europe. Depuis un an, le gouvernement distribue des concessions. Plus de 40 sociétés sont déjà sur place. Elles se partagent près de 20% du territoire. Alors que l'exploitation est prévue pour 2014, l'exploration a déjà commencé. Le maire de Lublin est favorable à cette exploitation depuis la première heure. À la tête d'une des plus grandes villes du pays, M. Zuk compte tirer parti des erreurs commises aux États-Unis pour ne pas les répéter dans sa région. La politique d'information de notre gouvernement, mais aussi la politique d'information des compagnies comme Chevron, Exxon et Orlen est tout à fait correcte. Elle informe les habitants et il parle des conséquences de ce type d'extraction. Chcielibyśmy przedstawić Państwu metody i technologie, które umożliwiły Stanom Zjednoczonym efektywne wykorzystanie tak bogatego źródła czystego i elastycznego paliwa. Firmy, takie jak kanadyjska spółka LNG Energy, przodują w działaniach mających na celu zastosowanie tych sprawdzonych technologii na terenie Polski. Eksploatacja złóż gazu łupkowego to ogromna szansa dla Polski. Pour gagner l'enthousiasme de l'opinion publique, le gouvernement communique lui aussi depuis près d'un an. Création d'emplois, énergie à bas prix, cette industrie est présentée comme une opportunité sans égale. Mais l'argument qui fait l'unanimité, c'est la perspective de sortir enfin de la dépendance au gaz russe. En Pologne, Paweł Poprawa est le spécialiste du gaz de schiste. Il est chargé d'analyser le sous-sol polonais pour le compte du gouvernement. Selon lui, l'avenir énergétique du pays passe par le gaz de schiste. Actuellement, 90 à 95% de l'électricité de la Pologne provient du charbon. Quand on creuse dans une mine de charbon, on libère du méthane qui s'échappe dans l'atmosphère. Et c'est de loin bien plus polluant que les émissions sur une exploitation de gaz. Donc si nous remplaçons le charbon par le gaz, nous réduirions sans aucun doute notre impact sur la couche d'ozone et sur le climat. Quand on en vient aux questions qui dérangent, l'attaché de presse de Paweł Poprawa nous demande d'éteindre la caméra. Il refuse de nous dévoiler le nom des industriels pour lesquels ils analysent les schistes. L'accès au laboratoire nous est interdit, les sociétés ont laissé des consignes. Pour mieux comprendre comment les pétroliers opèrent sur le terrain, nous partons dans le nord du pays, en Kashubie. C'est là-bas que les travaux sont les plus avancés. Selon le gouvernement, 90% de l'opinion publique serait favorable à l'exploitation du gaz de schiste. Après l'engouement des débuts, naissent les premières craintes. À Lévino, le vent est sec et glacial. Depuis septembre, un puits a déjà été foré et les dernières analyses sont en cours. Le premier fracking est prévu fin avril. La société canadienne Talisman Energy loue un terrain à 500 mètres du village. Le prix ne peut être communiqué, l'agriculteur est tenu au silence. Dans ce véritable bourbier, nous rencontrons Justina Klaus, elle habite Lévino.
Pour les habitants, tout est allé trop vite. On est pour, sauf si par la suite, on a un terrain trop dégradé, l'eau empoisonnée et l'environnement détruit. Et après, il n'y a aucune somme d'argent qui pourra réparer tout ça. Personne ne nous a demandé si on était d'accord ou pas pour ce gaz. Cette entreprise est arrivée et ils ont la concession pour 5 ans. Madame Klaus et son mari ont une exploitation agricole à Lévino. Lors de son arrivée, Talisman Energy a organisé une grande fête. Les gens n'étaient pas très emballés. Aujourd'hui, l'industriel canadien envisage d'utiliser le captage du village pour s'approvisionner en eau. La population attendait autre chose. Pendant les rendez-vous, les entreprises ont fait la promesse qu'il y aurait plus de travail pour les habitants, mais c'est faux. À part le maire, personne n'a eu de travail grâce à cette société parce que personne n'a reçu de formation spéciale pour l'extraction. Bien sûr, la plupart des gens s'inquiètent. En Kashubie, le schiste s'est formé au cours des grandes glaciations il y a des milliers d'années. Parsemée de lacs, la région est particulièrement exposée au risque de pollution des eaux. Dans cette alternance de plaines et d'immenses forêts de pins, on vit de l'agriculture et de l'élevage. L'arrivée d'une industrie intensive bousculerait cet équilibre fragile. Pour pallier le manque d'informations et nuancer le discours officiel, des Kashoubiens se sont montés en association. Le 27 février, son président Hieronim Więcek organise une rencontre avec No Fracking France, une première dans la région. Actuellement, les agriculteurs sont préoccupés par la question des gaz de schiste. Ils se sont tournés vers notre association pour avoir une aide juridique et savoir comment se défendre face à ce qu'ils considèrent comme une intrusion des sociétés d'exploitation. Ils veulent aussi connaître le revers de la médaille. Jusqu'ici, on ne leur a présenté que les aspects positifs du gaz de schiste, alors que les risques pour l'environnement n'ont pas été mentionnés par la propagande. Contrairement aux propos tenus par le maire de Lublin, les pouvoirs publics ne relaient pas l'intégralité de l'information. Dans l'Assemblée, un maire est pris à partie par un agriculteur. Quand j'entends le gouvernement, il nous parle comme à des moutons. J'aimerais que vous, en tant que dirigeant local, invitiez des spécialistes pour qu'ils informent les habitants. Et pas des spécialistes des sociétés de forage, mais de vrais scientifiques qui vont nous parler de manière crédible. Nous voulons un référendum et nous voulons pouvoir voter. Et je pense qu'il y aura très peu de personnes qui seront d'accord pour ces forages ici dans la commune. Je tiens à préciser que ces rencontres qui ont eu lieu n'étaient pas organisées par la commune, mais par les sociétés chargées de l'exploration, c'est-à-dire BNK. À la sortie de la réunion, un homme nous interpelle. Même les entreprises comme BNK ont envoyé quelqu'un chez nous pendant la nuit avec une bouteille de vodka. Ils ont parlé avec les gens de l'association et ils ont essayé de collaborer avec eux. Il y a quelques personnes de cette association qui se sont fait corrompre par la compagnie. BNK est une société américaine spécialisée dans le gaz de schiste. Depuis son arrivée en Kashubie, elle frappe aux portes à la recherche d'une terre exploitable. Chef du village de Sulencheno, Jan Zlepski a eu le droit lui aussi à sa visite. J'ai ici des photos que le ministère de l'Environnement nous a données. Nous les avons reçues lors d'une réunion pour nous montrer que le gaz de schiste ne dégradera pas le paysage et qu'il peut cohabiter avec les cultures. On voulait nous montrer combien le tout sera beau. Quand j'étais à la réunion, on nous a montré des images qui étaient en fait des montages photos. Et l'entreprise ne l'a pas nié. Sur les diapositives projetées par BNK, il n'y avait aucun doute que c'était des montages. Les photos montraient un derrick avec dans le fond de jolis paysages. Même si les derricks étaient différents, le décor se répétait. C'était les mêmes paysages et le même ciel. J'étais tellement étonné quand j'étais chez moi au champ.
J'étais avec mes vaches et mes animaux, il y avait sur le chemin un bus avec des hommes. Ils sont arrivés là-bas et ils ont expliqué qu'ils allaient chercher du gaz. Ces hommes n'ont pas dit à Yann qu'il s'agissait de gaz de schiste. Alors on a dit oui. Il m'a donné un papier où ils ont mis le prix de 100 zloty pour sceller le contrat, soit 25 €. Puis ils m'ont dit que je toucherais de l'argent un peu plus tard. Si Jan Zebski a vu son contrat annulé grâce à l'association de Jeronim Więcek, d'autres n'ont pas eu cette chance-là. L'agriculteur du village voisin a bloqué son terrain, mais les machines pour exploiter le gaz étaient déjà là. On lui a demandé de payer l'équivalent de 12 000 € par jour pour l'immobilisation du matériel. Après de nombreuses relances, les sociétés refusent toujours de nous rencontrer. Alors que tout est en place pour entamer les premiers frackings, l'Institut de géologie de Varsovie a publié ses premières estimations. Il y aurait 10 fois moins de gaz que le prévoyait l'étude américaine. Ce rapport donne un coup à la bulle spéculative formée autour des gaz de schiste polonais. Retour en France, où la situation a évolué. Depuis le colloque du 17 janvier, la commission permettant d'utiliser la fracturation hydraulique à des fins scientifiques a été validée par le Parlement. Des forages d'exploration sont prévus dès cette année dans le bassin parisien. Face à cette décision, la mobilisation continue. Des débats et des réunions d'information sont organisés. Car si pour la majorité de l'opinion publique, le gaz de schiste est un sujet entériné, pour les collectifs et les maires, le combat ne fait que commencer. Selon Pierre Arnoux, les collectifs ne doivent pas oublier ce qui a fait leur crédibilité. Se politiser, certainement pas, mais interpeller le politique, oui. Nous, on a toujours voulu rester justement complètement indépendants des partis politiques, parce que ça concerne tout le monde. En réponse aux mobilisations citoyennes, les politiques s'emparent de la question. Avec un déficit énergétique de 40 milliards d'euros en 2011, à gauche comme à droite, on refuse de priver la France d'une telle opportunité. Quant aux écologistes, ils ont fait des gaz de schiste un cheval de bataille. À Draguignan, Michèle Rivasi réaffirme la nécessité d'une transition énergétique. Elle veut voir plus loin qu'une simple interdiction. Il ne faut pas laisser le pouvoir à des industriels qui ne pensent qu'à court terme et qui sont capables, et on l'a vu dans l'histoire, de détruire complètement notre patrimoine à des fins personnelles. Il faut sortir des énergies fossiles et le gaz de schiste fait partie des énergies fossiles comme le pétrole ou comme le charbon. Si pour Bruno Courme, le risque zéro n'existera jamais, l'exploitation des gaz de schiste reste avant tout un choix de société. En France, le prix du gaz a augmenté de 50% en 6 ans. Une flambée des prix qui pèse sur la facture énergétique des Français. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.